Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à Médecins sans frontières. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire pour écouter l'une des personnes clés dans le dispositif de Médecins sans frontières dans le cadre de la guerre en Ukraine et dans celui des urgences dans des contextes de conflits armés plus généralement. Mon nom est Pascal Soares et je suis chargée des relations avec les grands donateurs et des partenariats avec des entreprises au sein du département communication et récolte de fonds de Médecins sans frontières Luxembourg. Et je dois, avant de commencer, vous demander si vous m'entendez tous bien. S'il vous plaît, mettez dans le chat un petit mot et que je sache que tout est OK à ce niveau-là. Je vous informe aussi que ce webinaire est enregistré et qui sera disponible en replay sur notre site msf.lu. J'ai ici avec moi notre responsable de communication, Cristina Fernandez, qui va mettre dans le chat des informations complémentaires suivant ce que va nous dire notre orateur aujourd'hui, si vous voulez être inscrit, si vous voulez être informé de façon plus précise, avec des chiffres, etc. Alors, je voudrais commencer de notre point de vue de fundraisers, de Médecins sans frontières. La guerre en Ukraine a permis de démontrer une fois encore l'extrême générosité des Luxembourgeois et leur solidarité. Et ce fut une collecte quand même paradoxale pour laquelle d'abord nous avons en quelque sorte limité l'appel aux dons, ne sachant pas au départ bien sûr si, comment, pour quelle action concrète ou encore avec quelle envergure Médecins sans frontières allait s'impliquer dans une réponse humanitaire à ce conflit. Et pour quelle plus-value également, ce que va nous expliquer notre orateur. MSF était présente en Ukraine depuis 1999. Et puis, notre objectif de collecte est au départ modeste, en fait, et au bout de quelques jours, il a été multiplié par 6, mais multiplié par 6 pour des sommes à récolter à fin de cette année 2022, et ça a été fait en quelques semaines. Entre-temps, nous avons reçu des dons tout à fait exceptionnels. Je voudrais quand même mentionner celui de 500 000 € de notre compagnie aérienne nationale Cargolux. Entre-temps, bien entendu, la réponse s'est structurée sur le terrain. Il y a eu diverses missions exploratoires. Les budgets ont été réévalués de façon régulière à la hausse, on l'imagine bien. Et donc, ce fonds d'urgence Ukraine qu'avait ouvert Médecins sans frontières a été très vite abondé en quelques semaines, à Luxembourg comme ailleurs. Et nous avons ensuite demandé à nos donateurs de bien, s'ils étaient d'accord pour donner à notre fonds d'urgence générale. Nous n'avons enregistré aucun refus. Et entre février et fin avril dernier, MSF Luxembourg a donc collecté 690 000 € pour le fonds d'urgence Ukraine et puis 1 million d'euros pour le fonds d'urgence générale, ce qui est donc tout simplement du jamais vu. Et ce n'est pas fini, puisque au mois de mai également, les gens ont donné de façon tout à fait significative. Cette situation s'est vérifiée au niveau international pour Médecins sans frontières et pour les différents fundraisers à MSF. D'où l'idée d'ailleurs de ce webinaire, afin de rendre aussi des comptes à nos donateurs, parce que je voudrais quand même rappeler que Médecins sans frontières, c'est l'ONG qui a fait le choix de ne pas recevoir de financement public, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, européens, dans un but d'un dépôt. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir des donateurs depuis la Suisse, en collaboration avec nos collègues de MSF Suite, ce que nous saluons. Nous remercions également ces donateurs pour leur générosité et leur soutien à MSF. Nous sommes aujourd'hui donc le 15 juin, et début juin, il y avait 140 employés internationaux de MSF en Ukraine et 470 Ukrainiens, et qui travaillent dans tous les aspects de l'urgence, que ce soit la chirurgie, la médecine, les infirmiers, psychologues, logisticiens ou encore personnel administratif. Depuis fin février, MSF a convoyé 485 mètres cubes de matériel médical et de médicaments en Ukraine, essentiellement depuis notre centre logistique qui se situe à Bruxelles, MSF Supply. J'ai donc l'honneur de vous présenter aujourd'hui Brice Delevagne, qui est le responsable du pôle d'urgence du centre opérationnel MSF à Bruxelles. Ce centre opérationnel que nous appelons OCB pour OCB,
Operational Center Brussels, et dont MSF Luxembourg fait partie. Brice, tu es également à ce titre responsable de la Task Force Ukraine. Et de notre réponse dans les pays voisins de l'Ukraine. Les précédentes années, la Task Force pandémie Covid-19 et d'autres urgences personnes déplacées vivant dans des conditions dramatiques dans la région de Cabo Delgado. Donc, Brice, tu es animateur sanitaire depuis toujours. Tu as commencé ta carrière sur le terrain avec MSF, d'abord comme logisticien en Guinée, puis ensuite comme logisticien responsable eau et assainissement en Indonésie. Tu as ensuite occupé le poste de Country Director pour MSF dans divers pays, notamment l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire ou encore le Burundi. Ton expérience t'a conduit à occuper différentes fonctions au centre opérationnel de Bruxelles, donc Senior Operation Manager de 2005 à 2011 pour diverses zones géographiques, Ebola Emergency Response Director entre 2014 et 2015 au cours de la grande épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. Tu as été le directeur des opérations de ce même centre opérationnel entre 2011 et 2017. Tu as supervisé le département des opérations, donc qui compte quand même 7000 personnes MSF dans 30 pays pour un budget annuel de 300 millions d'euros. Entre 2018 et 2019, tu as quand même fait profiter l'Organisation mondiale de la santé de ta large expertise et tu as occupé la fonction de responsable des urgences pour le Moyen-Orient. Et puis, tu es revenu à MSF pour diriger le pôle d'urgence du centre de Bruxelles. Je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser la parole pour nous présenter l'action de MSF en Ukraine, dans les pays voisins de l'Ukraine, et plus généralement l'action de MSF sur d'autres urgences et dans des zones de conflit armé. Et à toi. Merci, c'est bien gentil. Merci encore pour cette introduction. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Enfin, c'est toujours, je trouve, une occasion très chouette et très intéressante de pouvoir discuter avec nos donateurs qui sont vraiment un élément tout à fait clé dans ce qu'on peut faire et tout à fait essentiel, comme tu l'as très bien expliqué au début. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un peu les différents challenges et les différents problèmes et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en Ukraine. Donc, comme tu l'as expliqué, je m'occupe du pool d'urgence. Donc, comme vous le savez, Médecins sans frontières est une organisation médicale d'urgence, mais on a beaucoup de projets, on va dire, plus long terme. Et donc, dans les opérations, il y a une unité qui s'occupe vraiment des crises, littéralement. Et donc, c'est un peu comme, on va dire, les pompiers, vraiment, c'est-à-dire qu'on est toute une équipe d'environ une trentaine de personnes qui peuvent déployer. Il y a une de ces équipes qui est basée ici à Bruxelles. Nous, par exemple, pour l'instant, je vais l'expliquer clairement sur l'Ukraine, mais nous répondons aussi aux urgences qu'il y a à l'heure actuelle au Mozambique, dans la région de Cabo Delgado, où il y a à peu près 900 000 déplacés suite à un conflit interne dans ce pays. Et on s'occupe également des urgences en Éthiopie, Éthiopie qui a été à travers différents événements dernièrement assez difficiles. Et donc, on a des opérations d'urgence aussi là-bas. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, donc l'implication pour le pôle d'urgence remonte. D'abord, on a ouvert, Médecins sans frontières est ouvert en Ukraine depuis de très nombreuses années. On a commencé avant avec principalement des projets sur la tuberculose et sur la tuberculose multirésistante. On a commencé avec des projets dans les prisons ukrainiennes, en fait. Je parle de ça avant, plus ou moins en 2010-2012. Ensuite, en 2014, il y a eu le conflit qui a commencé dans la région du Donbass, Donetsk, Lugansk. Et donc, Médecins sans frontières a répondu à ce moment-là au conflit en essayant d'apporter des soins aux victimes. Ensuite, on a connu, depuis 2014 jusqu'au 24 février de cette année,
une sorte de moment où les lignes de front étaient vraiment bloquées et en frise, et avec beaucoup de problèmes et de vulnérabilité dans les populations. Et on a Médecins sans frontières s'occupait principalement des patients qui ont le VIH, SIDA, et aussi des patients qui ont la tuberculose dans cette région où les soins de santé étaient clairement perturbés par le conflit. Et donc, on essaie vraiment de renforcer le système de santé et de suivre ces patients chroniques. Maintenant, depuis l'été de l'année passée, on voyait très bien au niveau politique que les tensions commençaient à augmenter. Et donc, une des responsabilités aussi du pôle d'urgence, c'est on appelle ça faire scanner, enfin de faire l'analyse des différents contextes géopolitiques dans le monde qui pourraient provoquer des conflits, malheureusement. Et une de ces régions, clairement, était l'Ukraine. Et donc, on a envoyé une équipe pour aller voir si les hôpitaux étaient bien équipés et bien entraînés au mois de janvier de cette année, pour voir aussi, pour essayer d'équiper notre mission sur place d'une réponse en urgence, car on pensait que malheureusement, dans les semaines ou mois à venir, il y avait la possibilité que le conflit recommence. Malheureusement, on a eu la preuve qu'on a eu raison quelque part. Pour expliquer quand même un petit peu avant de revenir directement après le 24 février, la préparation se fait comment? Eh bien, on envoie des équipes médicales, un médecin, une infirmière, un infirmier, qui font le tour des différents hôpitaux, et on voit s'ils sont prêts à recevoir des flux de blessés importants. C'est-à-dire de recevoir en une fois 10, 15, 20, 40, 50 blessés. Donc, ça demande à ce que la structure hospitalière soit gérée avec des systèmes de réponse aux urgences un peu spéciaux pour faire ce qu'on appelle du triage, notamment de blessés. Quels sont les blessés qui, malheureusement, ne pourront pas être opérés, les blessés qui doivent être opérés en urgence et les blessés qu'on peut attendre. Donc, ce qui permet de ne pas bloquer la structure de santé dû à un arrivage massif de blessés. Donc, on a fait le tour de tous ces hôpitaux, et juste pour illustrer un petit peu à quel point ce conflit était violent dans son immédiateté, à l'époque, les directeurs des différents hôpitaux de la ligne de front dans la région de Donetsk et de Lugansk nous disaient: mais pourquoi MSF vous venez? Le conflit ne bouge plus depuis des années et on ne pense pas que ça va recommencer. Par contre, vous pouvez nous aider pour le Covid. On a beaucoup de cas de Covid, mais sur le conflit, on n'en a pas besoin. Ça, c'était au mois de janvier de cette année. J'explique cela pour illustrer à quel point ça a été très, très soudain comme attaque, et que la population ukrainienne n'était psychologiquement, logistiquement, matériellement absolument pas préparée à ce qui a suivi après le 24 février. Et donc, ça a été un choc très, très fort. Ça a été un choc très fort également pour Médecins sans frontières, car nos équipes, comme je le disais, étaient plutôt dans des projets long terme. Donc, quand le 24 ont commencé les attaques de missiles, notamment à Kiev, tout notre staff nationaux et internationaux se sont réveillés dans un pays en guerre avec des frappes assez violentes. Et donc, rapidement, on a dit il faut évacuer. Il faut se souvenir dans quel état d'esprit on était à l'époque. On croyait vraiment que tout le pays allait se faire envahir par les troupes russes. Donc, on était vraiment dans un scénario. On se disait il faut évacuer tout le monde en dehors de l'Ukraine. Et donc, il y a eu vraiment un mouvement massif de plusieurs millions de personnes, notamment des zones de l'Est vers l'Ouest, et la plupart sont sortis du pays même, pour aller en Pologne, en Hongrie, dans les pays limitrophes. Et donc, on a passé plusieurs jours à devoir s'occuper de l'évacuation de notre staff et de leur famille aussi, mais vraiment, des grands-parents, de toute la famille du staff, des animaux domestiques, vraiment tout le monde. Ça a été une logistique importante, et ça a vraiment été un travail important de le faire de façon convenable. Et donc, ils ont tous été évacués, et certains sont restés, notamment dans la région des Carpates, qui est à la frontière avec la Hongrie, qu'on considérait comme étant une zone plus sécurisée que le reste de l'Ukraine. Dans un même temps, donc on a toujours un peu le cerveau en deux parties, c'est-à-dire que dans un même temps, il y avait sécurisé notre staff et évacué, et en même temps commencer tout de suite à déployer des gens avec de l'expérience en urgence et déployer une opération d'urgence.
Donc ça, on l'a fait et on est rentré avec d'autres équipes en fait d'urgence à Lviv, qui est cette ville importante à l'ouest de l'Ukraine, hein. Je peux même vous montrer ici, j'ai une carte derrière moi, donc ça c'est l'Ukraine. On voit ici, ici on voit la mer Noire, ici on voit la frontière avec la Pologne, ici avec la Hongrie juste ici. Et donc en fait, on a vraiment tous nos projets qui étaient principalement dans cette zone-ci. Donc ici, ça fait plusieurs milliers de kilomètres, enfin ça fait à peu près, je pense que de Kiev jusqu'à la frontière polonaise, il y a à peu près 800 ou 900 kilomètres. Et enfin voilà, on parle de trajets qui font entre 1000 et 1200 kilomètres parfois. Donc c'était clairement des longues distances. Et donc, comme je disais, on avait une équipe d'urgence qui est arrivée ici à Lviv, qui est une des villes vraiment proches de la frontière polonaise, assez importante, où une partie aussi de l'administration ukrainienne s'est installée suite au bombardement sur la capitale de Kiev. Donc, nos équipes d'urgence, ce qu'elles ont fait en premier lieu, on est rentré avec des équipes spécialisées en blessés de guerre, des anesthésistes. Pourquoi? Clairement, l'Ukraine a une importante capacité au niveau de son système de santé, ça c'est sûr, et on l'a vu après, la mobilisation était vraiment impressionnante, de même que la solidarité des Ukrainiens entre eux, j'y reviendrai plus tard. Mais donc, ensuite, il y a vraiment eu ce qu'on a eu comme priorité assez rapidement, c'est de faire des trainings en fait pour la chirurgie de guerre, car la chirurgie de guerre est une chirurgie assez spécifique et donc on a fait des trainings pour les chirurgiens dans différentes régions, un peu partout en Ukraine, dans différents hôpitaux pour la chirurgie de guerre. Ce qu'on a fait également, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, on a aussi continué à faire vraiment du support adapté aux structures de santé pour accueillir des blessés. Donc, avec eux, de réorganiser la structure, de réorganiser dizaines de tonnes de matériel pour les soins, en même temps dans un intensif et pour la chirurgie. Donc, effectivement, on a des stocks ici à Bruxelles avec différents kits qui sont toujours prêts à être déployés. Et donc, on a vidé vraiment une partie assez importante de notre stock. Pour donner une idée en valeur, on a fait 2 fois des commandes de 2 millions, donc on parle à peu près de 4 millions d'euros de commandes médicales qui sont parties immédiatement en Ukraine. Par exemple, on a été la toute première organisation en termes de donation de matériel chirurgical adapté sur les hôpitaux à Kiev et sur les hôpitaux dans le nord-est, où il y avait vraiment un besoin immédiat de certains matériels qui n'étaient déjà plus disponibles. Donc, ça a été la première phase. Ensuite, quand les lignes de front se sont stabilisées, on a clairement réétudié la situation et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait toute cette zone du Donbass et toute cette région qui est la région, si on prend toute cette région ici de l'Est avec Kiev, il y a 80% de la population ukrainienne qui se trouve ici. Là, il y a beaucoup de grandes plaines, de grandes zones d'agriculture. Mais ici, c'est une région où il y a beaucoup de population, en fait, où il y a tous les combats. Et donc, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est qu'il y avait un besoin de participer au transfert, de désengorger les hôpitaux de l'Est pour amener les patients à l'Ouest. Et notamment à Lviv, qui, par exemple, à Lviv, a un des plus gros hôpitaux européens. Il a un hôpital, c'est l'hôpital numéro 8, qui a 5000 lits et une quarantaine de blocs opératoires, donc c'est énorme, donc ils ont une grosse capacité. Par contre, il n'avait pas de système de référence et en fait, il y a très peu d'endroits dans le monde où on doit bouger une telle quantité de patients blessés sur de telles distances. En fait, une des seules situations, en réfléchissant par après, qui est un peu similaire en termes de devoir bouger des patients, était le Covid, où plusieurs pays ont dû bouger plusieurs centaines de patients entre différentes structures de santé. C'est un peu similaire, et notamment
En France, il y a avec le TGV, ils ont utilisé le train comme nous l'avons fait en Ukraine pour bouger pas mal. En gros, comme ça, en Belgique, au Luxembourg, ce sera encore plus court, mais quand on se fait par ambulance, ben, on va peut-être être dans une ambulance 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ici, on parle de prendre soin de patients qui se font transférer sur plus de 24 heures. Donc, ça demande tout un appareil médical vraiment plus développé. Et donc, nous avons commencé une collaboration avec les chemins de fer ukrainiens. Il faut savoir que le réseau de chemins de fer en Ukraine est extrêmement développé. C'est un des plus développés d'Europe. Pour vous donner une idée, il y a 250 000 employés dans les chemins de fer ukrainiens. Donc, c'est vraiment quelque chose de massif. Et ils nous ont proposé de mettre à disposition des trains. Ils nous ont dit, voilà, dites-nous ce dont vous avez besoin et nous le mettrons à votre disposition. Donc, il se trouve qu'ici à Bruxelles, nous avons une unité médicale logistique qui est spécialisée pour adapter diverses structures de santé, mobiles ou non mobiles. On a des block-up sur camions, on a toute une série d'outils pour les bateaux, pour les migrants en mer Méditerranée. On a équipé tous ces bateaux avec toute une série de matériel médical, de capacités médicales. Voilà, on a des gens spécialisés là-dedans. Et donc, on les a fait venir en Ukraine. Ils ont travaillé dans les entrepôts du chemin de fer ukrainien et ils ont équipé en tout, en 2 séries, un train de 4 wagons et un train de 8 wagons. Donc, nous avons 2 trains. Le train de 4 wagons est plus basique, mais on l'a entièrement équipé avec du matériel de base et sert plutôt pour l'instant à évacuer des orphelinats, des maisons de repos, enfin, toutes des gens qui ont besoin de bouger des zones de conflit de l'Est vers l'Ouest et qui sont des groupes vulnérables, mais des gens qui peuvent encore se déplacer. Et puis, le deuxième train de 8 wagons, là, on parle vraiment d'un train avec qui sont très sévères, à qui on peut vraiment supporter le fait qu'ils restent en vie pendant tout le voyage. Donc ça nous a pris 15 jours, 3 semaines à équiper ce train. C'était un beau challenge technique, parce qu'on parle vraiment de désosser complètement tout l'intérieur du train, de le rééquiper entièrement. Il faut aussi fixer les lits, forcément. Il faut que tout le monde doit être allongé, il faut que tout le monde soit fixé, que les patients ne tombent pas s'il y a un grand coup de frein et ce genre de choses. Donc voilà, maintenant ce train a participé à évacuer, on est à près de 700 patients évacués. D'ailleurs, dans les jours à venir, nous allons publier un rapport où nous avons pris le témoignage de tous ces patients. Donc il fait vraiment beaucoup de trajets entre différentes villes, Dniepro, Zaporizhzhia, qui est la ville juste au-dessus de Mariupol, Prokhovsk, enfin différentes villes en Ukraine où nous allons après ça à Lviv pour les transférer dans les hôpitaux à l'ouest. Donc voilà, ça c'est vraiment une activité assez importante qui permet de désengorger les structures de santé et également... Mais ces patients sont envoyés où? Donc, ces patients sont envoyés, comme je le disais, dans les hôpitaux à Lviv. Donc, par exemple, l'hôpital... Pas à l'étranger. Non, il y a après ça, les hôpitaux à Lviv qui considèrent qu'ils ont des cas extrêmement difficiles. Il y a un réseau européen géré par l'Union européenne qui sont en Belgique, dans différents pays européens. Mais on va dire 95% des cas sont soignés à l'intérieur du pays. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler
des cliniques mobiles qui est la grande spécialité aussi d'MSF, Ouais. aussi bien en Ukraine, on a vu dans les stations de métro, les personnes qui étaient là, qui passaient leur journée et leur nuit là, et aussi aux frontières d'Ukraine, là où il y a eu des réfugiés, parce que rappelons quand même, le chiffre de réfugiés, c'est quand même 7 millions de personnes, en grosso modo, déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, et le même chiffre qui sont sortis d'Ukraine. Oui, là, ça nous a posé, il y a beaucoup de challenges. Tout d'abord, un mot effectivement sur ça, c'est une des autres grosses activités, c'était dans les bomb shelters, les abris pendant les bombardements, où ben, de façon évidente, quand les gens se font bombarder, ils restent parfois plusieurs jours, plusieurs semaines dans des abris et ils ne peuvent pas, et les structures de santé sont fermées. Donc, on a fait toute une série de ce qu'on appelle cliniques mobiles. Ce sont en fait du staff médical avec des sacs à dos et des médicaments qui se déplacent et qui vont dans les différents abris, et notamment dans le métro, pour soigner les gens. Et donc, en fonction des problèmes qu'ils trouvent, ils les soignent ou les réfèrent. Et donc, on a plusieurs équipes qui ont fait ça dans différentes villes, à Kiev notamment, à Kharkiv. Enfin, il y a différentes villes en Ukraine où nous avons des équipes mobiles qui aident les gens qui sont dans les abris. C'est aussi, voilà, il y a un autre challenge qui est assez fort également, c'est ce qu'on appelle la continuité des soins. Donc, on a aussi une population assez âgée. Ce qu'on voit et ce qu'on retrouve également dans différentes activités, c'est qu'on va dire les grosses tendances, c'est tous les gens valides qui ont les moyens ont quitté les zones. Et les gens qui sont restés dans ces zones sont les personnes âgées, beaucoup de personnes âgées à très âgées qui sont restées dans ces zones qui n'ont pas de capacité de bouger, les handicapés, tous les groupes les plus vulnérables, les gens qui n'ont pas les moyens financiers de bouger. Donc, tous les groupes sociaux et socio-économiques faibles qui n'ont pas pu sortir de ces zones et qui ont parfois été isolés pendant des jours et des jours, si pas des semaines, avec même, on commence parfois des problèmes d'accès à la nourriture, évidemment. Et aux besoins de base sanitaires, l'eau coupée. Donc, aujourd'hui, on tombe encore sur vraiment des situations complètement dramatiques et auxquelles ces cliniques mobiles essayent de répondre. Mais voilà, ce que je veux expliquer aussi, c'est qu'il y a beaucoup, ce qu'on a été très fort, on n'a pas été étonné, mais on est admiratif aussi de la solidarité qu'il y a eu entre Ukrainiens. Enfin, je veux dire, la plupart des gens ont couvert un niveau de solidarité vraiment impressionnant. Voilà, et nous, MSF, on essaye d'aider là où on est là, d'aider aussi d'autres ONG et d'autres groupes qui se sont créés à aider les personnes avec du matériel logistique, avec de l'organisation et parfois du matériel. Mais donc, cette continuité des soins est aussi un beau challenge car il y a beaucoup de cas de cancer, il y a beaucoup de cas de maladies chroniques, tuberculose, comme je le disais, mais il y a aussi le diabète, l'hypertension. Et donc, les gens n'ont plus accès à leurs médicaments. Donc, il faut leur fournir toute une série de médicaments. Ça nous a posé aussi, MSF, pas mal de challenges, mais maintenant, tout est résolu. C'est que la plupart de nos kits et de nos médicaments ne sont parfois pas toujours faits pour les maladies qu'on trouve dans le nord de l'hémisphère plutôt que dans le sud. Il y a quand même une différence de différents types de maladies. Donc, ça, c'est aussi un beau challenge. Donc voilà, juste un petit mot rapide. Parce que maintenant, c'est moins le cas, mais on a après ça ouvert toute une série d'activités dans les pays limitrophes pour aider les réfugiés en Pologne, en Hongrie, principalement aussi vraiment dans toute cette région. On a beaucoup d'équipes qui sont occupées de santé mentale, de faire de la clinique mobile, d'accueillir les gens qui bougeaient. On a vu que ces gens bougeaient rapidement, donc ils ne restaient pas, on n'est pas dans une dynamique où ils sont dans des camps et ce genre de choses. Les gens bougent et vont à l'intérieur de l'Europe, donc c'était assez court le moment où on pouvait les aider. Maintenant, la plupart de ces projets se sont arrêtés car les flux de sortie ont nettement diminué. Une autre question que le public nous a demandé de poser, elle est liée à la santé mentale. On a vu que Médecins sans frontières est monté largement en puissance au cours des dernières semaines en offrant des consultations de santé mentale et en particulier aux victimes de violences domestiques
et sexuelle, mais pas que, bien entendu, puisque les gens sont logiquement traumatisés de ce qu'ils vivent. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Alors, il y a plusieurs choses. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, la santé mentale est vraiment un axe d'intervention d'MSF tout à fait essentiel dans les guerres et dans les catastrophes naturelles. Donc, tout de suite, on avait des équipes de psychologues dans les équipes. Et ce qu'on a vu au début, c'était surtout des gens qui ont été traumatisés par l'immédiateté du conflit, et par le fait que partir de leur maison avec tout leur matériel et tout ce qu'ils possédaient. Donc, un traumatisme dû principalement au déplacement, mais pas encore, et ça c'est ce qu'on voit maintenant, dû à être coincé dans les zones de conflit. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est des cas beaucoup plus lourds et beaucoup plus difficiles, où les gens sont restés pendant des semaines dans des zones de conflit. Et dans les zones de conflit, on voit évidemment, il y a l'intensité des bombardements et de l'artillerie qui est très forte. Là, on parle vraiment, on est dans une guerre de type conventionnel. J'étais pas né, mais style Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de bombardements qui créent beaucoup d'anxiété et de peur tout à fait forte et qui a des conséquences sur la santé des gens de façon très forte. Et on voit aussi forcément des violences sexuelles, car à partir du moment où il y a des troupes armées qui envahissent un territoire, il y a toujours des exactions qui sont commises sur les civils. Et c'est vraiment quelque chose auquel tout de suite on essaye de mettre à disposition des programmes de soutien aux victimes de violences sexuelles notamment, en s'occupant. Ce qu'on a vu en fait, c'est qu'on a eu beaucoup de groupes qui se sont auto-organisés. Et nous, on leur apportait le support médical en mettant un médecin pour les consultations, en apportant les médicaments. Par exemple, les PEP kits, ce sont les kits d'exposition au VIH-Sida, c'est-à-dire quand une personne s'est fait violer, on lui donne des médicaments pour être certain qu'elle n'aura pas le sida. Voilà, tout ce genre de choses, c'est vraiment un élément essentiel de notre réponse. Et on essaye. Clairement, on a la chance aussi en Ukraine, comme je disais, d'avoir du personnel de santé qualifié en grand nombre. Donc, on essaye d'avoir le plus d'impact en aidant ces gens, en ne faisant pas toujours tout nous-mêmes directement, la plupart du temps quand même, mais on a les deux choses. On fait les choses nous-mêmes et on aide au plus possible des groupes pour pouvoir atteindre le plus de personnes. Je voudrais également te demander, est-ce qu'il y a un enjeu majeur ou un enjeu qui est inédit dans cette réponse d'urgence par rapport à d'autres ou dans lesquels le MSF intervient? Et également, comment se fait la coordination entre MSF et les autres humanitaires et le ministère de la Santé ukrainien, bien entendu? Non, on est sur une intensité de guerre très forte, d'accord, avec... malheureusement, dans la plupart des guerres dans lesquelles on intervient, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, la mitraillette de grenades, mais de facto, ce genre de matériel militaire provoque des victimes importantes, mais pas jamais de l'échelle quand on parle d'avoir de l'artillerie lourde avec les dernières technologies actuelles, ici dans une guerre conventionnelle de deux nations qui s'affrontent. Donc, l'échelle dont on parle est vraiment, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais on est dans une autre sorte d'échelle et l'impact et les chiffres de population touchée sont très importants. Donc oui, le challenge est énorme. Et pour MSF, on essaye d'aider au maximum, mais on n'a pas accès aux lignes de front. On ne va pas sur les lignes de front. Or, elles sont très intenses. On prend les gens qui arrivent à arriver chez nous, mais il faut voir qu'on ne voit pas tous ceux qui n'arrivent pas. Donc ça, il faut être bien clair qu'il y a tous des gens qui sont blessés, qui ont des problèmes, qui n'arrivent même pas à arriver là où l'endroit ils peuvent être ensuite référés. Donc ouais, non, le challenge reste absolument énorme. Le conflit reste d'une intensité vraiment importante et choquante, évidemment. Et donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup de challenges, notamment sécuritaires pour nos équipes, surtout, voilà, on essaie de constamment balancer le risque et l'accès aux gens.
donc de faire courir le minimum de risques à nos équipes, mais en même temps, quand même, vraiment de prendre des risques calculés pour aller chercher les gens qui sont blessés et les groupes vulnérables. Donc, c'est un challenge, honnêtement, permanent. Ouais. J'aurais voulu également te demander où est, dans quel pays limitrophe se trouve MSF actuellement et ce que nous y faisons. Donc là, on est en Pologne pour l'instant, donc ce qui nous sert notamment de base logistique, parce que c'est comme il n'y a plus d'aviation qui peut atterrir en Ukraine, ben, tous les gens, les volontaires doivent rentrer par la Pologne. Donc il y a une base logistique. Nous sommes en train de voir, il y a plusieurs, on s'occupe également, comme je disais, on s'occupe également d'apporter les traitements à nos patients, sida et tuberculose, qui ont bougé. Donc ça, c'est aussi une activité. On est en train de voir aussi toute une série de problèmes, et notamment sur la santé mentale et les violences sexuelles, pour apporter du support et de l'accès aux soins pour les réfugiés. Donc ça, c'est en Pologne principalement. Ensuite, on était en Hongrie avec à peu près le même genre de projet, mais on a fermé maintenant, car comme je le disais, il n'y a plus vraiment de passage, il n'y a plus vraiment de besoin à l'heure actuelle. Et sinon, nous sommes également du côté en Biélorussie, où nous avons des projets depuis des années, mais on a vraiment très, très peu d'accès pour atteindre les gens par là, quoi. La réponse va continuer, malheureusement. Est-ce que tu penses qu'elle va évoluer et comment? Oui, la réponse, malheureusement, je pense, là, enfin, on avait une vision à quelques semaines, à quelques mois. Là, maintenant, on s'inscrit quasiment au minimum sur une vision du conflit jusqu'au mois de septembre. Donc, on a une perspective maintenant de 2, 3 mois. Mais voilà, on s'installe dans un conflit qui pourrait durer d'ailleurs potentiellement des années. Donc, voilà, on a une ligne de fracture entre différents systèmes politiques qui créent ce conflit à l'heure actuelle, et il n'y a absolument pas de voie d'issue de ce que je vois, enfin de ce que je connais. Donc je pense que malheureusement, on est parti pour un bout de temps. Donc on est en train de réfléchir de comment ça change un petit peu dans le support, clairement, et dans les différents challenges, parce que ça va s'inscrire dans le temps. Une des implications, c'est que il y a beaucoup on voit, comme je disais, il y a beaucoup de personnels médicaux, mais on voit quand même que certains hôpitaux commencent à fermer dans l'Est, parce qu'il y a moins de population, et donc il y a aussi moins de docteurs, il y a aussi moins d'infirmiers. Et là, on est en train de voir pour remplacer à certains endroits avec des équipes à MSF, car on commence à avoir cette tendance. Je l'ai dit, tu ne t'occupes pas seulement de l'urgence Ukraine, mais il y en a d'autres où MSF est largement présent. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Je pense notamment à celle qui est en cours, Mozambique. Il y a aussi l'Éthiopie. Il y a d'autres contextes qui sont totalement différents. Oui, ça concerne aussi un nombre de populations tout à fait quand même non négligeable, on peut le dire. Voilà. Non, non, tout à fait. Ben, comme j'expliquais au Mozambique, là, on a dans cette région très pauvre du Mozambique qui a toujours été laissée pour compte. C'est une région en fait où il y a une insurrection qui a commencé, où, ben, et à un moment donné, cette insurrection a pris le contrôle de plusieurs villes et villages, ce qui a provoqué à peu près 900 000 déplacés. Maintenant, il y a eu des forces régionales d'Afrique du Sud, du Rwanda, qui sont venues pour aider les forces mozambicaines à récupérer le contrôle du territoire, ce qui provoque encore d'autres conflits et d'autres déplacements. Et voilà, ce sont des populations assez pauvres qui n'avaient déjà pas énormément en termes d'accès aux soins, notamment. Et là, maintenant, c'est encore plus dramatique comme situation. Donc, on est en train d'ouvrir plusieurs endroits, plusieurs points, plusieurs hôpitaux et plusieurs cliniques mobiles dans différents endroits. Déjà, on est sur ce contexte depuis plus d'un an. Et donc, voilà, ça, c'est une des zones de conflit.
En Éthiopie, ce qu'on voit, l'Éthiopie est un très, très grand pays de plusieurs centaines de millions de personnes. Et donc là, il y a des problèmes de conflits dans différentes régions, notamment dans le Tigré, mais il y a d'autres régions où il y a des conflits. Et il y a aussi maintenant une autre crise qui est en train d'arriver dans plusieurs régions d'Afrique, c'est des crises nutritionnelles. Donc la malnutrition, on voit, est en train d'augmenter un peu partout, ce qui est multifactoriel souvent, c'est-à-dire c'est une combinaison de sécurité et d'insécurité, des gens qui n'ont pas accès aux soins de santé, l'inflation qui sont dans la plupart du monde, le coût de l'énergie après 2 ans de Covid. Enfin voilà, tous ces facteurs ensemble, mis ensemble, comme souvent, un peu comme quand on parle d'un crash d'un avion, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui se mettent tout d'un coup en ligne et malheureusement, on voit sur la carte des zones qui commencent vraiment à devenir rouges et notamment dans la région d'Afar, qui est cette région assez désertique et déjà très chaude en Éthiopie, où on a à l'heure actuelle un centre nutritionnel où on a à peu près 20% de mortalité, c'est-à-dire que 20% de nos patients meurent dans la semaine. Pourquoi? Parce que les familles réfèrent leurs enfants extrêmement tard. Vous verrez, il y a un press release où on explique toute la situation sur msf.org en première page, où on explique très clairement toute la situation actuelle. Donc, c'est assez difficile comme situation au niveau malnutrition en Éthiopie pour l'instant. Et malheureusement, on s'attend à ce que les mois à venir, parce qu'on n'est pas encore dans la période la plus difficile, c'est la période la plus difficile sera au mois de septembre. Donc, ça risque de s'empirer malheureusement. Et là, au niveau budget, budgétaire, au niveau, c'est de la même ampleur. Non, c'est de la même ampleur. Enfin, je veux dire, là, on a juste un petit mot parce que c'est important. Donc, clairement, le support aussi budgétaire nous permet à chaque fois, ben voilà, quand on a des collectes de fonds, on voit vraiment un public qui nous soutient, comme tu l'as très bien expliqué au début, eh ben, ça nous permet de prendre des décisions plus importantes. Donc, je veux dire, on ne peut pas tout faire et on alerte, les donateurs nous suivent et ça a un coût. Donc, ce coût, ben, voilà, quand on sait que les donations suivent derrière, ben, ça nous permet d'aller en avant et de prendre ce genre de décision. Donc, non, non, c'est très important. Est-ce qu'il y a eu en Ukraine beaucoup de structures de santé qui ont été détruites et auxquelles il faudra penser à reconstruire? Est-ce que ça sera le job, j'allais dire, d'MSF, ou il y aura plutôt des bailleurs de fonds internationaux qui vont s'occuper de ça ensuite? Je voudrais quand même signaler aux auditeurs, s'il vous plaît, posez vos questions. Hein. N'hésitez pas dans le chat, on va répondre. Est-ce qu'il y a de nombreuses structures de santé qui ont été détruites? Oui, plusieurs centaines, si pas plusieurs milliers. Il y en a beaucoup, beaucoup, énormément, qui ont été complètement détruites, des hôpitaux qui ont été entièrement détruits. Donc, il va y avoir beaucoup d'efforts de reconstruction nécessaires. Dans la plupart du temps, malheureusement, comment ça se passe, c'est ben, nous, on va arriver pour relancer la structure immédiatement, mais on ne va pas adresser tous les besoins de reconstruction de fonds. C'est-à-dire qu'on va réhabiliter, mettre des structures temporaires avec les moyens qu'on aura à ce moment-là sur place, faire fonctionner la structure avec une capacité, mais avec un support logistique minimum. Et puis, il y a les fonds, des bailleurs de fonds plus institutionnels qui doivent venir, et ça prend des années. Enfin, quand on parle de détruire un hôpital, si on détruit un hôpital, il faut que le conflit s'arrête. Une fois que le conflit s'arrête, de réinvestir pour le reconstruire, ça met 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans parfois. Donc, c'est que 10 ans plus tard qu'on a la structure qui est de nouveau fonctionnelle comme avant. Donc, le niveau de destruction et son impact est pour plusieurs années, ça c'est sûr.
il va y avoir aussi, il y a déjà de toute façon des problèmes de santé publique. Tu parlais des personnes qui ont des maladies chroniques et qui n'ont pas eu leur traitement éventuellement depuis des semaines et des semaines. Et puis d'autres, tout ce qui est travail régulier, la santé publique, les campagnes de vaccination, toutes ces choses qui n'ont plus lieu et qui sont mises en pause, en anglais. Ça, c'est, est-ce que MSF, ça sera plus vraiment de l'urgence du coup, mais c'est quelque chose qui peut nous permettre de penser que nous serons encore là en Ukraine et peut-être de façon plus importante à l'issue du conflit, qu'on espère le plus vite possible, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire en matière de santé publique et Oui, notamment pour ces personnes vulnérables qui sont toujours les patients de Médecins sans frontières. non, non, tout à fait. Non, il y a plein de... La vaccination, c'est un très bon exemple. C'est parce qu'au pôle d'urgence, voilà, on considère avoir accès à un enfant, notamment, ça a un coût. Donc, une fois qu'on a accès à cet enfant, il faut toujours essayer de le vacciner au maximum pour lui donner la meilleure protection, car il est déjà en vulnérabilité, il est déjà dans un contexte qui ne peut pas lui apporter la sécurité ni l'accès aux besoins de base, souvent. Donc, au moins, de lui donner des vaccins qui va lui permettre de ne pas attraper la rougeole, de ne pas attraper la coqueluche, de ne pas attraper la varicelle, c'est absolument essentiel. Donc, c'est systématiquement quelque chose qu'on fait parce qu'on voit aussi qu'on ne va peut-être plus voir cet enfant après. Donc, dès qu'on a la chance de le voir, eh ben, c'est ce qu'on essaye de faire immédiatement. Et maintenant, voilà, non, malheureusement, oui. Enfin, si vous me demandez comparativement à d'autres contextes dans lesquels j'ai travaillé, on voit très bien l'effet d'une guerre. Il y a la guerre, je dirais, média, on voit maintenant, ce qui est horrible, mais il y a le moment intense de la guerre, mais ses conséquences, c'est toujours, on minimise l'impact de ces conséquences en termes sur les populations, en termes psychologiques, santé mentale, infrastructure et économique, ça c'est sûr. Nous avons une question dans le chat. Comment prend-on en charge également l'état de stress, la santé mentale des collègues soignants, par exemple, et est-ce qu'ils sont la tête dans le guidon et on verra plus tard, ou bien est-ce que d'ores et déjà, Pas du tout. on les suit, j'imagine, oui, on les suit à ce niveau-là, parce que évidemment, c'est pour eux aussi un stress immense. Hein. Merci pour la question, parce que je veux dire, ce n'est pas du tout évident. Les gens enfin, nos volontaires et les gens avec qui on travaille ont vraiment une implication et une motivation énorme. Et souvent, ça va de pair avec le fait de se brûler, parce que voilà, on a souvent le fait de voir ces victimes, de voir ces gens fait qu'on dit, bah, je ne vais pas penser à moi. Donc ces gens sont vraiment dans une souffrance bien plus importante que ma petite fatigue. Donc, on doit faire très attention à ça. Donc, c'est quelque chose qu'MSF, on a même commencé à développer vraiment des outils pour le personnel de santé. On a beaucoup aidé notamment les hôpitaux durant le Covid, le personnel hospitalier dans différents hôpitaux, dans différentes régions d'Europe, France, Italie, Belgique, au moment donné du Covid. Et on a développé, et notamment au Brésil, vraiment, on a même développé des projets de support uniquement au personnel de santé. Donc, on apporte, par exemple, je me souviens que j'avais visité l'hôpital de Mons, ici à Bruxelles, qui était presque en train de tomber par terre parce qu'il y avait la moitié du staff qui avait eu le Covid de l'hôpital, un hôpital de 400 lits. Et donc, on a déployé tout un programme pour les aider sur la santé mentale du personnel qui était épuisé complètement. Et donc, c'est quelque chose de façon générale maintenant dans toutes nos interventions auxquelles nous faisons très attention. Ça a été fait également au cours des 2 dernières années pendant la pandémie Covid. Ça aussi, les gens qui étaient en H24 mobilisés et qui voyaient des décès. Par exemple, je me souviens dans les maisons de retraite, les homes pour personnes âgées qui voyaient des décès toute la journée. Je n'étais pas préparé à ce genre de situation, évidemment. Ouais, ça, c'était les années précédentes. Il y a une question dans le chat. Comment est-ce que c'est le ministère de la Santé ukrainien, par exemple, qui coordonne les différentes associations? Nous ne parlons que des médicaux sur place. Et est-ce qu'on se partage le travail, entre guillemets, et le territoire entre différentes organisations comme MSF? Alors voilà, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu, c'est souvent aussi quand il y a des crises aussi un peu en Europe de ce type-là, il y a un peu de tout. Donc, il y a des organisations qui ont, enfin, qu'on appelle pignon sur rue, qui ont une capacité
professionnels, d'autres qui se créent, d'autres des volontaires, des gens qui arrivent et qui disent je veux aider. Donc, il y a toutes sortes d'aides variées. Maintenant, pour nous, on travaille vraiment en collaboration étroite avec le ministère de la Santé ukrainien, les chemins de fer ukrainiens, le ministère aussi des Affaires socio-économiques. Donc voilà, on travaille et c'est le gouvernement ukrainien qui coordonne l'aide et qui coordonne l'aide dans le pays. Donc c'est vraiment eux qui sont, comme on dit dans le driving seat, qui sont aux commandes pour coordonner l'aide entre les différents acteurs. Mais mais on garde néanmoins notre capacité d'indépendance. Je veux dire, on a une très bonne collaboration, mais on a accès aux zones auxquelles on va avoir accès sans trop de problèmes. Est-ce que nous allons continuer les envois de matériel médical, de médicaments? Et de quoi ont-ils besoin en termes de médicaments? Un peu de tout, j'imagine, il n'y a plus grand-chose, mais ou est-ce que ça va continuer avec ce volume ou le volume va augmenter? Le challenge, en fait, est dans la qualité du support. Ce qui se passe souvent, c'est que sur des crises aussi assez visibles, comme celle de l'Ukraine, il y a beaucoup de donations. Il y a beaucoup de choses qui sont données. Je me souviens malheureusement pour notre gouvernement ici en Belgique où ils ont fait une donation de médicaments qui étaient en train de périmer, par exemple. Juste pour dire que voilà, c'est très bien d'avoir du cœur et de vouloir donner. C'est une autre chose de donner quelque chose qui est professionnellement utilisable. Donc, on a des hôpitaux qui nous disaient on est submergé de choses dont on n'a pas besoin. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi à MSF, c'est de fournir les hôpitaux avec ce qu'ils ont besoin exactement. Ils ont besoin parfois tout le temps de matériel extrêmement spécifique pour certaines maladies, pour certaines interventions. Et donc ça demande une chaîne d'approvisionnement, ça demande vraiment de pouvoir répondre de façon très précise à certaines demandes. Donc on essaye de fournir effectivement, mais sur le côté vraiment plutôt qualitatif que quantitatif. Nous avons des questions. On demande comment fait-on quand on est un personnel de santé, comment fait-on pour postuler, bravo, et rejoindre MSF sur le terrain. Dans ce contexte-là, qui est vraiment chapeau. Non, c'est très... voilà, il y a vraiment... Tout est assez bien organisé, c'est-à-dire que c'est vraiment à travers notre site web. Donc, le site web, vous avez toujours Job à MSF et il y a le recrutement des volontaires. Donc là, vous envoyez un email, on va systématiquement vous répondre. Et donc, ensuite, se fait des entretiens et une sensibilisation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un assessment center, c'est-à-dire que vous passez des tests pour voir si vous êtes apte à travailler sur le terrain. Et donc, tout se fait à travers le site web d'MSF. Et c'est là que se fait le premier contact. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées, moi j'ai relayé évidemment les questions de l'assistance. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter, des points complétés, pas forcément seulement sur l'Ukraine d'ailleurs, ou mettre en évidence pour les gens qui ne sont pas MSF et que notre action les intéresse et ils ne sont peut-être pas... Souvent, on étonne quand on raconte MSF, comment ça fonctionne. Les gens sont très étonnés, il y a des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé et j'ai ça tout le temps moi-même, mais bon. Non, tout à fait. Je reste personnellement convaincu que forcément, je travaille depuis de nombreuses années chez MSF, que ça reste une très bonne organisation parce que c'est un endroit où les talents savent se rencontrer. Donc, il y a vraiment un mélange intéressant d'une confiance du public, comme je disais, et notamment financière, qui permet à l'organisation d'avoir les moyens de prendre des choix difficiles et d'atteindre des zones difficiles. Et pour atteindre ces zones difficiles, il y a aussi tous des talents qui se rencontrent, et des gens et des volontaires qui ont vraiment des compétences impressionnantes. Et c'est la capacité de l'organisation à pouvoir les organiser et être au bon moment, au bon endroit. Ce qui est aussi important pour pouvoir aider les gens de façon très créative. Parfois, il n'y a pas... comme je le disais, parfois on aide des organisations, parfois on fait entièrement le boulot nous-mêmes, parfois on crée, parfois on travaille avec les gouvernements. Enfin, on a vraiment une multitude et une capacité, une agilité d'adaptation qui est pas toujours facile et il y a parfois des problèmes. Je ne veux pas faire qu'un truc rose, mais ça reste quand même
je pense, une organisation qui a vraiment ces caractéristiques-là, quoi. Et voilà, l'exemple que je vous expliquais avec le train, je pense que vous avez compris, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier parce que ça représente un peu l'agilité de l'organisation. On s'adapte, on voit ce qu'il y a besoin immédiatement, ben on va faire un train, ok, on va faire un train, mais il y a plein d'autres choses. Je donne un exemple qui est le plus visible, mais il y en a des centaines d'autres de solutions créatives que l'organisation essaye de trouver de façon permanente pour aider les plus vulnérables. Donc voilà. Oui, la créativité et puis le courage aussi de ces gens qui sont là quand même à risquer un petit peu leur vie pour soigner. Donc, c'est magnifique. Et nous sommes très fiers de les soutenir en notre modeste place au fundraising. Je voudrais demander... Oui, voilà, il y a encore une question de Pierre. Outre la population civile, est-ce que les militaires des deux camps sont pris en charge par MSF dans certains cas? Demande Pierre. Très bonne question. Alors, il faut savoir qu'en droit humanitaire international, un militaire blessé redevient un civil. Donc, quelqu'un qui est blessé redevient un niveau, a les mêmes droits qu'une personne civile. Donc, pour MSF et notamment en Ukraine, les militaires ukrainiens, c'est la même chose, je pense, dans la plupart des pays européens, ont leur propre capacité de santé. Donc, ils ont leurs médecins, leur système de santé, leurs hôpitaux. Mais il y a des fois, il y a plusieurs fois déjà, on a dû organiser des évacuations de militaires blessés. Mais voilà, on leur demande qu'ils ne soient pas en uniforme, très clairement. Et voilà, on a une façon de fonctionner un peu particulière avec eux, mais on accepte tout à fait d'évacuer des militaires blessés, bien sûr. Est-ce que nous avons eu des collègues blessés? Alors, heureusement, non. Pour l'instant, nous n'avons eu aucun collègue blessé. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ah non, il y en a encore une. Les réfugiés commencent à rentrer en Ukraine. Est-ce que l'infrastructure médicale, j'imagine, le permet? Pour l'instant, oui, oui, dans les zones de l'Ouest. Dans les zones rentrées dans la région de l'Est à l'heure actuelle, je le déconseillerais plus que fortement. Et là, comme je disais, il y a eu beaucoup de structures qui ont été détruites. Donc ça, c'est clairement pas quelque chose qu'il faudrait conseiller. Mais dans, on va dire, 70%, 60% du pays, oui, les structures de santé fonctionnent, il y a des hôpitaux et donc c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà rentrés en fait. Je crois que nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je te remercie infiniment du temps que tu nous as consacré, Brice. Non, merci à vous, c'était vraiment... C'était aussi bien pour nous de voir que nous étions aussi nombreux aujourd'hui pour t'écouter. Vous n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous n'oubliez pas de faire un don, bien sûr, à notre fonds d'urgence MSF. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions complémentaires qui vous viendraient ensuite à l'esprit. Et nous vous remercions tous. Merci beaucoup, Brice. Pas de problème. Et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.